Cette semaine au Balado, édition spéciale du Libre Podcast entièrement dédiée à la victoire de Donald Trump et des Républicains lors de l'élection 2024 aux États-Unis. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis Francis Denis, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, Jérôme, grosse semaine électorale aux États-Unis et dans l'actualité québécoise, puisqu'on sait à quel point cette élection a été suivie au Québec. Mais avant de rentrer, là, peut-être une exclusivité, là, où est-ce que tu étais là, pendant cette élection? Tu avais d'autres engagements plutôt littéraires, n'est-ce pas? Oui, ben, écoute, on a quand même on a fait une bonne couverture de la campagne qui se poursuit d'ailleurs. On va avoir plusieurs textes d'analyse dans les prochains jours. Mais ça a donné effectivement que le soir même de l'élection, j'étais à Montréal pour animer le lancement du dernier livre de Marc Chevrier, consacré à la laïcité et les religions. Les religions dans la cité. Hein, le livre s'appelle Les religions auprès de la cité. Donc, mais ça ne m'a pas empêché, comme je te dis, euh, de, de, de suivre ça de très près. Bon, c'est sûr que je suis assez occupé, mais on a eu les résultats assez tard. J'ai quand même eu le temps d'assister en direct, évidemment, au discours de Donald Trump assez tard. Ça a été rendu quand même 2 heures du matin. Est-ce que tu as veillé tard pour écouter ça? Ben oui, parce que, comme je te dis, il est arrivé à 2 heures, je pense, il me semble, Donald Trump. Son discours a été assez long. Là. C'est évidemment prévu comme tel, mais pas non plus extrêmement long, là, comme disons que c'était pas Fidel Castro non plus. Là. Mais Il faut dire bref, qu'au début de la soirée, il y avait une tendance lourde. Là. Moi, par exemple, je suis allé me coucher là, à 11 heures. Là, puis j'avais déjà la conviction que c'était chose faite que cette élection de Donald Trump. ah oui, ah oui. Euh, ben moi, de toute façon, je suis revenu tard à Québec, donc il était déjà, disons, passé à minuit là, quand je suis revenu, donc il s'agissait de poursuivre. Mais donc j'ai écouté ça à la radio, etc. Mais le matin même, c'est ça, on a eu Alexis Poulain qui vient au Québec pour 2 conférences sur l'avenir des médias. D'ailleurs, on va en parler, mais l'élection de Donald Trump change la donne là, sur le plan médiatique. On est vraiment dans une nouvelle ère médiatique. Donc, Alexis Poulain, journaliste français bien connu, qui a fait un bilan, en fait, médiatique de la campagne électorale américaine. Donc, on s'est penché plus particulièrement sur le rôle des petits et grands médias dans tout ça. Donc, c'est intéressant cet angle-là parce que ben, c'est tous quand même les moyens de communication. Puis, on sait à quel point c'est important, à quel point les médias, évidemment, influencent les perceptions du public. Donc, évidemment, on le sait, là, les grands médias ont été assez biaisés dans cette élection-là. Donc, c'est pas nouveau, mais ils ne prennent pas acte. En fait, la question, c'est vont-ils prendre acte de ces changements-là? C'est-à-dire, on l'a vu, Trump chez Rogan, etc. Donc, les audiences se sont déplacées. Et donc, et les gens ont de moins en moins confiance, évidemment, en ce qui est envers ces médias traditionnels. Donc, les médias alternatifs vont probablement continuer à s'imposer et les politiciens devront composer avec cette nouvelle réalité numérique qu'ils maîtrisent très mal, enfin. Et c'est pour ça aussi toutes les tentatives de censure, parce qu'on l'élite politicienne sent qu'elle n'a plus le contrôle du message. Donc, elle est un peu inconfortable dans tout ça. Donc, elle essaie de riposter avec des moyens de contrôle du message et ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pratiquement plus. Et c'est quand même une des grandes leçons, c'est ça, de la victoire de Donald Trump le 5 novembre. Il y a une question, oui, au niveau des technologies, là, c'est-à-dire qu'il y a un certain monopole, il y a un certain establishment qui dépend de revenus publicitaires, par exemple, ou gouvernemental, d'un ancien modèle qui est basé sur un ancien régime, pourrions-nous dire. Est-ce que tu crois qu'ils font trop rapidement le lien entre cet ancien régime
politico-économique et la démocratie, parce que justement, c'était le grand argument, entre guillemets, utilisé par le Parti démocrate contre leur adversaire républicain, c'était qu'ils étaient les ennemis de la démocratie. Est-ce qu'ils ne confondent pas les deux? Est-ce qu'ils ne confondent pas l'aspect économique de cette nouvelle économie qui émerge avec la démocratie? Oui, effectivement, avec le déplacement des audiences, forcément, les revenus publicitaires n'ont pas suivi, là. C'est-à-dire qu'on sait que c'est sûr que moins votre canal est regardé et moins, en théorie, il rapporte. Donc, au Québec, on le sait, les grands médias sont sous respirateur artificiel, ne tiendraient pas sans des subventions. Donc, c'est ça, artificiel. Ils sont maintenus artificiellement en vie. Donc, on peut lire ça comme dans une certaine façon, ils essaient de perdurer économiquement, rester économiquement viables. Donc, peut-être que ce combat contre Trump, finalement, n'était peut-être pas justement un combat contre la démocratie, mais simplement pour leur survie. Donc, Oui, 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 effectivement. ils ont D'autant plus perdu, que Trump, manifestement, hein. d'autant Ils plus ont, que Trump s'est tourné vers les médias, vers la concurrence, finalement. Donc, c'est sûr, ça ne peut pas être bien interprété chez les grands médias que le nouveau président des États-Unis ou que le prochain se tourne de manière aussi décomplexée vers, c'est ça, la concurrence. Mais en même temps, on peut pas vraiment. C'est un combat d'arrière-garde, là. C'est-à-dire les gens qui sont vraiment attentifs à l'économie savent qu'à partir d'un moment où il y a un basculement et qu'il y a de nouvelles habitudes qui sont créées, c'est ça. C'est un combat qui est un peu perdu d'avance, là. Donc, si ces gens, les grands acteurs du capitalisme, si ces grands médias en font partie, doivent être capables de s'adapter. Finalement, on le sait que l'économie aujourd'hui moderne est basée sur il y a une évolution très rapide. Là. Tout change, tout va tellement vite, même si c'est un peu essoufflant. C'est ce qu'on reproche évidemment à la modernité euh, de pas laisser aucun répit aux gens. Il faut toujours s'adapter, il faut toujours trouver des nouvelles méthodes, garder le public attentif, donc innover constamment, hein. C'est l'espèce d'innovation frénétique, finalement. C'est vrai que c'est assez soufflant. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que si les grands médias veulent, si leur but inconsciemment dans leur couverture négative de Trump, c'était de euh, conserver ce modèle-là, ben, je pense que c'est une façon, c'est du très, très court terme comme vision, là. De toute façon, même sans Trump, la transition numérique se poursuivrait. Donc, tant qu'à moi, c'est une énergie qui est gaspillée dans le vide, là. Les médias vont continuer, les grands médias vont continuer à décliner et ça ne va que s'accélérer. Donc, Ça non. devient peut-être une erreur de les appeler les grands médias désormais, puisque justement, ils sont plus petits. Puisque justement, par des chiffres, comme vous l'avez mentionné, comme tu l'as mentionné, Jérôme de Joe Rogan, alors, je ne sais pas combien de millions on est rendu, là, c'est plusieurs dizaines de millions, 90 millions et plus. Il y a véritablement il y a un écart astronomique entre l'influence et la capacité de rejoindre les gens des médias traditionnels par la télévision et ce qu'on peut faire maintenant sur Internet. Mhm. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, comment dire? Mais au Québec, comment est-ce qu'ils vont s'adapter, selon toi? Si Ben, par je pense exemple, que, ouais. j'étais les médias traditionnels, là, et je faisais appel au consultant Jérôme Blanchet-Gravel, là, qu'est-ce qu'il pourrait faire, selon toi, pour, se renouveler? Je sais pas. Est-ce qu'il est trop tard? Il faut qu'il s'assouplisse. Évidemment, il y a beaucoup de personnel, malheureusement, qui est devenu inutile dans la mesure où la technologie est tellement performante aujourd'hui que une personne peut faire ce que faisaient trois personnes jusqu'à très récemment. Donc, tu as d'abord ce qu'on appelle une rationalisation. Donc, il doit y avoir forcément c'est malheureux, là, mais des pertes d'emploi dans la mesure où c'est plus du tout compétitif là, dans le monde d'aujourd'hui, là, ces méthodes-là. Ça ne veut pas dire de couper tout le monde, ça ne veut pas dire de euh, faut pas que évidemment, ça nuise à la qualité du produit même. Donc, évidemment, il y a les deux extrêmes qui coexistent là, dans le monde des médias aujourd'hui, évidemment, de très, 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 très petits moyens où on tourne les coins ronds pas mal, avec des moyens disproportionnés, mais avec vraiment un intérêt qui est très limité malgré tout. Donc, des très gros budgets pour de très petites audiences et finalement de très petits budgets pour de très grandes audiences. En gros, c'est les deux extrêmes. Mais au Québec, d'abord, ça va être très lent, cette prise de conscience, en fait, là, parce que on est aussi englué dans un modèle, évidemment, très étatique.
Puis il y a un enjeu d'unité culturelle, là, même, bon, qui est abordé par des bas de côté. C'est-à-dire qu'on craint qu'avec la fin des grands médias, le peuple québécois n'ait plus de genre de. Le socle commun. C'est ça, le commun, bon, des références communes, effectivement. Là, donc, la télévision puis le micro-védétariat au Québec emmenait cette espèce de. C'est ça, d'intérêts communs, donc des événements qui nous réunissent comme Québécois, des événements télévisuels, comme tout le monde en parle. Donc, il y a cette crainte-là chez les nationalistes. Est-ce qu'elle est fondée? Peut-être en partie, c'est effectivement, il va y avoir peut-être une sorte de morcellement des audiences, là. Puis c'est vrai on est passé de monopole finalement médiatique à une constellation de petits acteurs. Donc, les gens vont, les clientèles, disons, se dirigent vers des médias qui correspondent presque 100% à leurs valeurs, presque des fois. Donc, il y a aussi une information qui, comme le dit Alexis Poulain, est très éditorialisée. Nous, à Libre Média, on fait les deux, là, c'est-à-dire qu'on fait du commentariat, comme dans le cadre de ce podcast, mais aussi des reportages on donne la parole à toutes sortes d'experts, donc dans un journalisme classique qui, lui, va au-delà, évidemment, qui n'est pas de l'éditorial, mais qui est du journalisme point. Donc là, on passe de quelques canaux principaux, des vrais monopoles, à une constellation, encore une fois. Donc, une mosaïque de petits joueurs. Donc, peut-être que progressivement, certains joueurs vont être éliminés. Est-ce que certains vont être fédérés? Est-ce que dans 50 ans, on va réassister à la création de monopoles où on va rester dans cette espèce de tribalisme médiatique, finalement? Où il y a des tribus, les gens fonctionnent vraiment par affinité. Donc, moi, j'ai un podcast préféré. Moi, c'est ce petit truc-là. C'est très niché, finalement. Donc, vraiment des perspectives très spécialisées dans un sens, là. Donc, le monde change, mais au Québec, écoute, Francis, tu le sais, là, c'est comme. On est réticent au changement, finalement, d'une certaine façon. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Ça dépend dans quel dossier, là. Je pense que les Québécois, par exemple, ont raison d'être réticents par rapport à l'immigration massive, etc., qui est un changement démographique important. Donc, mais c'est ça, on va être lent, finalement, à réagir. Et est-ce que les grands groupes vont peut-être tenter d'acheter, en fait, des petits joueurs pour essayer de se recréer une image? Ça pourrait arriver. Je sais qu'il y a des podcasts très populaires, là, bon, qui ne sont pas du tout dédiés à la politique, là, mais je pense qu'il y a eu des offres récemment en ce sens-là. C'est ce qu'évoquait Joe Hamel récemment, justement, qui a livré aussi son analyse sur l'élection américaine depuis la Pennsylvanie. Donc, il y aura sans doute des tentatives, des offres d'achat à des petits joueurs faites par des gros joueurs. En fait, c'est toujours ça qui se passe dans Mmh. n'importe quel marché, là. On appelle ça des M&A en anglais, là, des merger and acquisition. Donc, il va y avoir des volontés de perdurer dans le nouveau modèle, justement, mais qui dépend aussi des grandes plateformes telles que Google. On peut penser, par exemple, à un Joe Rogan. Joe Rogan, il produit lui-même son contenu, mais il est diffusé à la fois sur YouTube et sur Spotify avec des contrats. On sait que de la première mouture du contrat de Joe Rogan, il l'a fait affaire avec Spotify exclusivement. Et là, on voit que par sa popularité, il a réussi, par effet de levier, peut-être à renégocier avec Spotify pour pouvoir être aussi présent sur YouTube et donc avoir des revenus générés aussi par cette autre plateforme. Donc, on assiste, oui, à une mutation économique et des grands joueurs. Comment est-ce que, par exemple, je ne sais pas, un TVA ou des gros joueurs, entre guillemets, pour Québécois, peuvent-ils, disons, surpasser ces immenses plateformes et leur capacité de rémunération, là? Je sais pas. C'est une sorte de féodalisme aussi numérique, hein, parce que c'est vrai qu'on médias indépendants, podcasts indépendants, mais qui sont hébergés sur un immense joueur, effectivement, qui est plus grand encore que des TVA. Donc, c'est sûr que c'est assez paradoxal. C'est quand même des immenses plateformes qui hébergent des petits, petits médias partout dans le monde. Donc, il y a quand même un phénomène de dépendance très, très lourd ici, là. Donc, Joe Rogan, malgré tout, s'il se fait déconnecter par Google, YouTube, c'est-à-dire, bon, il va toujours lui rester, évidemment, ça ne sera jamais
coordonnées, là. C'est-à-dire que si Rogan perd YouTube, il va sans doute trouver, bon, c'est quoi les concurrents, là? Bumble, c'est ça? Rumble? Rumble. Mais, dans son cas, lui, il est tellement populaire, je pense que même, peu importe la grossièreté qu'il dirait, il pourrait jamais se passer de Joe Rogan, là, donc Non, non, ils c'est ça, feront ils n'ont pas intérêt. YouTube n'a pas intérêt. C'est pour ça que, non, non, YouTube n'a pas intérêt économiquement, absolument pas, à déconnecter tous ces acteurs-là qui, finalement, c'est une vache à lait, là. Donc, c'est clair que non. Mais quand même, de réaliser qu'on reste dans un état un peu de dépendance, faut rester alerte, là. Tu sais, évidemment, tout ce qui est censure, là, parce que euh, c'est là qu'on voit que c'est important de continuer à parler de liberté d'expression pour un peu à mettre la pression, finalement, sur ces grandes plateformes-là pour qu'elles continuent et peut-être même qu'elles fassent plus d'espace pour certains joueurs qui, durant la pandémie, peut-être, bon, ont été censurés alors que c'était pas justifié. Par exemple, bon, on peut penser à toutes sortes de vidéos qui finalement se sont avérées justes là, concernant évidemment les fameux vaccins, là. Euh, donc, il faut rester vigilant. Mais pour y revenir encore au Québec, ben c'est ça. Le Québec, non, non, ça va être très, très lent comme adaptation. Je pense que non, je pense que ça va venir trop tard, là. Ben, ton hypothèse, toi, dans le cas du Québec en particulier? Oh, je j'ai aucune idée sérieusement parce que c'est comme tu l'as mentionné, il y a un élément culturel et il y a un élément, bon disons économique aussi, mais on le voit au Québec entre guillemets, c'est le problème pour ce qui est de la liberté d'expression, ce ne sont pas les grandes plateformes, les grands groupes tels que X, YouTube, Rumble, et cetera, Facebook, mais c'est le gouvernement qui empêche la distribution de ces plateformes-là au Canada, par exemple, dans son bras de fer avec Facebook, qui fait en sorte que les médias ne peuvent plus trouver en Facebook une plateforme pour distribuer leur contenu, c'est le gouvernement canadien. Donc, pour justement des sous couvert de protection culturelle, le gouvernement canadien empêche la publication de nouvelles sur une plateforme aussi importante que Facebook. Donc, il est clair que les politiques gouvernementales fédérales actuelles nuisent à l'information, nuisent à la démocratie. Donc, il y a quelque chose, il faut être intelligent lorsqu'on fait de la négociation. Oui, le critère culturel peut être important, mais en même temps, il ne doit pas nuire à la démocratie. Donc, il faut comment bien mallier les deux. Est-ce que c'est justement dans les bras de fer comme ça qu'on va arriver à une solution? Je ne sais pas. Mais après, les grandes plateformes ont quand même une part de responsabilité. En principe, bon, puis c'est paradoxal que les grands médias aient mis la pression finalement sur le gouvernement pour devenir perdants de ce blocage de leur page Facebook. Ils sont tous perdants de ça, alors qu'ils accusaient, bon, Facebook de leur voler des revenus, là, sont doublement encore. Une défaite très prévisible, disons ça comme ça. Oui, c'est ça, mais comme on voit, il y a un manque de lucidité, là, carrément, même au sein même des conseils d'administration des grands médias, là, des directions. Là. On voit qu'il il y a une incompréhension du monde qui en gestation. Puis là, c'est plus qu'en gestation. Là, ce monde-là, hier, est né. Là, et 5 novembre, c'est né. Là. Le monde, on peut considérer que Il y a un avant et un après. oui, oui, la victoire de Trump, géopolitiquement, ça c'est sûr, médiatiquement aussi. Donc, ça, c'est clair, clair. Donc, mais Facebook est pas blanc comme neige, forcément. Ce sont évidemment, d'abord, c'est une plateforme qui a fait beaucoup de censure durant la pandémie. Zuckerberg a été le premier à l'admettre quelques jours après l'arrestation de Pavel Durov à Paris pour lancer un avertissement aussi que les joueurs de l'industrie Quoiqu'il n'était pas la technologique. source de cette volonté de censure. La source de la volonté de censure, c'était le gouvernement qui faisait pression sur lui. Donc, encore là, il n'est pas nécessairement dans le mauvais camp, là. Il a juste été Zuckerberg est un faible. démocrate, tu sais, mais c'est pas difficile d'imaginer que, bon, si Zuckerberg est plus démocrate, qui favorise un peu les démocrates sur Facebook, et si, bon, Musk, je pense on peut le dire, a favorisé quand même peut-être les républicains, bon, favorisé. C'est officiel, c'est assez officiel. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, ça marche d'un deux bords aussi, là. Donc, Zuckerberg, je pense qu'il était plutôt sanitariste. Sur la question d'Israël, apparemment, Zuckerberg favorise plus les contenus israéliens que palestiniens, que pro-palestiniens, etc. Je pense qu'il faut le reconnaître. Après ça, c'est un conflit bon, sur lequel on reviendra dans un autre épisode. Là, mais donc, les grandes plateformes ne sont pas blanches comme neige, c'est clair que non. Donc, le principe de redistribuer un peu, bon, aux créateurs de contenu, il ne me paraissait pas mauvais, mais en même temps, le problème, c'est la contrainte.
etc. Parce que Facebook reste un modèle où on est en même temps une sorte de C'est nous le cobaye. produit, là. C'est-à-dire, c'est même que là, Facebook met de la publicité sur nos propres murs, là, c'est-à-dire qu'on est l'utilisateur cobaye. Hein. C'est très spécial quand même comme modèle économique, ça marche très fort. Donc, il ne faut pas idéaliser non plus ces méga joueurs de l'industrie qui ont des intérêts, etc., qui ont une capacité de modeler aussi l'opinion à travers, c'est ça, la composition des algorithmes. Donc, il faut pas, c'est ça, faut pas être naïf, mais on espère quand même un dénouement entre Meta et le gouvernement canadien. Là, CC18, hein, c'est ça. Ça serait important pour Libéral d'ailleurs, parce qu'on en souffre. Ça nous a bloqué un canal d'abonnés très important, là, 33 000 abonnés. Donc, on en souffre encore économiquement, nous autres. Puis c'est sûrement le cas de beaucoup de joueurs, en fait, indépendants. Il y a des Yann et Frank qui n'ont jamais été suspendus. Tu vois, il y a des podcasts qui ne sont pas considérés comme des médias. Le Libre-Média a été considéré comme un média officiellement par le gouvernement canadien, selon, évidemment, encore une fois, la composition des algorithmes, etc., ou de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais Libre Média a été identifié comme un média. Enfin, comme un grand média. On a été, nous, ciblés comme un grand média, d'une certaine façon. On est autant bloqué que le Figaro, alors qu'on n'a pas tout à fait les mêmes ressources que le Figaro. Donc, non, c'est dommage parce que c'est quand même les petits joueurs qui sont les plus perdants là-dedans. Ouais, ils sont perdants peut-être à court terme, mais à long terme, ça peut jouer en leur faveur justement parce que, ils sont beaucoup plus flexibles, sont beaucoup plus souples. Leurs acteurs doivent faire preuve de beaucoup plus, d'énergie, doivent avoir plus d'énergie que les anciens. Ça, c'est sûr, mais c'est peut-être de ce regain de vigueur que va apparaître, les acteurs, et les grands joueurs de demain et on peut, sachant que nous, au Québec, provenons, d'un monde politico-médiatique, et économique assez monolithique, là, pour ne pas dire monopolistique, c'est clair qu'il y a un vent de fraîcheur. Là. Est-ce que tu peux comprendre un peu ceux de, disons, nos anciens? Est-ce que tu peux comprendre que nos anciens soient un peu apeurés devant cette sortie de la vision unique? Là? Oui, oui, ben c'est sûr, c'est un changement majeur. Puis tout changement, évidemment, suscite des craintes fondées et infondées. Non, il ne faut pas avoir peur du monde qui vient, mais c'est ça, c'est un bouleversement culturel et il faut le reconnaître. C'est ça, au Québec, ben, c'est une accélération de la mondialisation. Donc, c'est vrai, il va y avoir des répercussions quand même culturelles à cette fragmentation des auditoires. Évidemment, les gens consomment de plus en plus de contenu en anglais. Il ne faut pas non plus s'en cacher. Est-ce qu'il faut leur interdire? Évidemment, non. Donc, c'est sûr qu'au Québec, il va y avoir il y a des enjeux qui sont créés par ce nouveau monde médiatique. Est-ce qu'on va être capable Mais c'est pas justement pour ça, par rapport à ça, c'est pas la volonté de garder le monopole qui empêche la culture québécoise d'entrer dans ce nouveau modèle. Oui, ben c'est ça, c'est un autre débat, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée le dynamisme aussi culturel? Moi, je pense que le modèle ultra bureaucratique nuit en fait au dynamisme culturel actuellement. Ça a déjà été un peu, je ne vais pas dire le contraire. Il y a un temps où l'État québécois nous a permis quand même de protéger et de propulser un peu la culture française en Amérique. Là. Il y a eu la loi 101, je pense, n'a pas nuit aux Français au Québec, mais on est 50 ans après. On voit que là, c'est trop, c'est comme pas assez. Là, là, le trop d'État est en train d'étouffer peut-être effectivement les foyers organiques de la culture québécoise. Et il y a encore des gens, des Québécois qui font des trucs en français comme nous, là, il y en a plusieurs, et qui s'inscrivent quand même dans la culture québécoise. Donc, nous étouffer ou contribuer à essayer de nous étouffer pour garder le monopole de certains joueurs qui sont nettement dépassés, comme je dis, en processus d'asbinisation à vitesse grand V. Donc là, on est en train de se nuire, là, effectivement. Là, là, je ne pense pas que la survie actuellement de la nation québécoise va passer par le maintien de TVA, par exemple. Je veux dire, il y a quand même quelque chose qui vient Ouais, tout le moins son maintien artificiel. c'est ça, artificiel. Il y a quelque chose de ridicule là-dedans. Même Bocoté avait publié un texte en défense où il disait que bon, la fin de TVA serait une catastrophe culturelle majeure. Puis bon, les gens s'en étaient beaucoup moqués là, parce que il y a aussi les grands médias ne contribuent pas actuellement non plus à amener un peu de hauteur
sur les choses, là. Donc, c'est sûr qu'on s'enfonce avec Québécois, ce genre de politique éditoriale caricaturale. Oui, parce qu'il y a un lien entre les 2. C'est comme si cet ancien modèle économique, cette incapacité, sa volonté de garder le contrôle au point de vue économique par, les différents obstacles étatiques qui sont faits aux petits joueurs. Il y a quand même aussi parallèlement un monopole idéologique et donc est-ce qu'il y a un qui en est la cause? Est-ce qu'ils veulent garder le modèle économique pour garder le monopole idéologique ou il y a un monopole idéologique parce qu'ils veulent garder le monopole économique? C'est un jeu de ping-pong un peu, mais il y a quand même une vision unique, là. Je pense que, si on faisait une étude de pourcentage, là, de proportion entre, par exemple, la couverture pro-républicaine versus pro-démocrate, je pense qu'on est quand même au Québec dans l'analyse politique, dans le pro-démocrate, disons, dans des proportions de peut-être de 98 là, non? Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on voit un peu apparemment le même phénomène en France. Ça, c'est ce que me disait Alexis Poulain mardi. Dans une entrevue justement qu'on peut voir sur la chaîne YouTube de Libre Média, et il y a un article qui est lié là au libre-média.com. Donc dans cette entrevue-là, vraiment, vous avez pu approfondir encore plus qu'on le fait en ce moment. Mais qu'est-ce justement quel était l'objet de votre conversation là? Ben, c'est ça, comme d'entrée de jeu au début de l'émission, c'était vraiment se pencher sur le rôle des médias euh, dans cette campagne présidentielle, mais autant aux États-Unis qu'en France. Donc, on a parlé un peu des médias en général. Et en France, effectivement, on retrouve un peu le même esprit qu'au Québec. On voit que c'est des sociétés qui se ressemblent et, qui tiennent effectivement des modèles qui sont en train de mal vieillir et qui ne sont pas des modèles d'avenir, là. Donc, en France, par contre, il y a encore il y a eu des CNews récemment qui sont un peu des modèles hybrides, je dirais, peut-être, là. CNews qui n'est pas une immense chaîne, je pense, en termes de ressources, mais qui va chercher un auditoire considérable, qui apporte évidemment un vent de fraîcheur en France, qui est accusé d'ailleurs de ne pas être assez diversifié en termes d'opinion. Ça fait sourire parce que c'est le seul média en fait qui apporte une vraie diversité dans tout ce Dans le paysage-là. paysage. Donc, en même temps, bon, CNews est très, très éditorialisé, là, ça c'est clair. On connaît leurs orientations de manière générale. Mais modèles économiques et modèles idéologiques vont ensemble, c'est-à-dire qu'on défend des intérêts, comme M. Léger au Québec, évidemment, M. Léger a forcément intérêt à maintenir, je veux dire, ces sondages, par exemple, là. Parce qu'il y a une vieille technologie, là aussi, par exemple, dans comment prendre le pouls, Ben oui. disons idéologique et politique de la population. Il y avait l'ancien modèle sondage, téléphone ou internet et tout ça, qui a été remplacé par des sites internet comme Polymarket, où est-ce que là, c'est quasiment la bourse, mais ils se sont révélés dans cette élection des instruments de mesure de l'opinion publique beaucoup plus efficaces et précis que ne pouvait l'être l'ancienne technologie des sondages. Donc, il y a encore quelque chose là qui est du refus de Mmh. l'adaptation. Oui, oui, oui. Ben, et ça, c'est intéressant parce qu'on voit effectivement que les techniques de sondage sont de moins en moins efficaces. On l'a vu avec l'élection justement de Donald Trump. Donc, il y a plein de phénomènes de distorsion. C'est-à-dire, les grands médias vont avec les sondages, les gens qui sont rejoignables par téléphone, par exemple. Juste ça au Québec, bon, être rejoint par téléphone, qui répond encore vraiment au téléphone fixe, etc. Bon, peut-être que maintenant, ils peuvent t'appeler au téléphone mobile. On peut penser ils voteraient plus démocrates, ces gens-là. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est ici, là. Ça fausse les données. C'est ça. Donc, on a un manque d'adaptation qui est transversal, là. Donc, mais c'est ça, on a parlé aussi avec Alexis Poulain de ça, de comment, effectivement, les sondeurs n'arrivaient plus à prendre le pouls, comme tu dis, de l'électeur moyen, ou du moins, c'est de plus en plus imparfait, là. Remarque, il y a quand même un article du Grand Continent a montré que 7 modèles sur 10 prévoyaient quand même la victoire de Donald Trump, mais évidemment, ça n'a pas été considéré dans nos médias. Mais pour revenir au Québec, écoute, c'est un sommet de caricature, là, de parodie. Là, les grands médias essaient, là, depuis l'élection, bon, peut-être que, bon, si il y a la moitié du peuple américain qui vote Donald Trump, bon, peut-être que c'est un pays de 330 millions. Peut-être qu'il n'y a pas 100 millions de personnes tant attardées que ça non plus. Bon, on essaie de comprendre. Là, puis on nous dit, là, écoutez, peut-être, on va essayer peut-être d'écouter ce qui se passe. Mais en fait, les grands médias ne tireront pas de leçons, moi, je pense, de cette élection-là, véritablement.
ils vont poursuivre un peu sur les mêmes préjugés. On va essayer, on va donner l'impression d'être à l'écoute de quelque chose, mais véritablement, on ne l'est On pas. va se rabaisser au niveau du peuple pour essayer de C'est ça, comprendre ce là. qu'il n'a pour les raisons qui a fait en sorte qu'il n'ait pas compris. C'est ça. Donc là, c'est ça, cette fameuse écoute. Le François Cardinal, le bon de la presse, nous parle de ça, là, cette fameuse écoute. Donc, une sorte de thérapie, hein, finalement, voir peut-être que y a-tu un traumatisme, hein, ces électeurs-là? Finalement, peut-être les prendre en pitié un peu pour essayer de comprendre pourquoi ils sont autant désorientés avec une fausse compassion. Donc, mais non, il n'y aura pas de leçons. Les leçons ne seront pas tirées. Écoute, c'est semaine après semaine à TVA, là, ça n'a aucun bon sens, honnêtement, là, ce qui s'est dit récemment. D'où vient ce sentiment de supériorité morale, là, dont font preuve beaucoup de Ah, ces ben oui, ça, chroniqueurs? c'est ça. Ben oui, le point, c'est ça. Ah ouais, au Québec, c'est ça. Supériorité morale, vraiment un continent d'infidèles. Bon, évidemment, c'est des protestants, donc il y a vraiment ce vieux fond-là qui ressort aussi. Évidemment, comprenez ce que je veux dire, là. Donc, ce sont des protestants. Donc, nous, on était des catholiques. Donc, les Américains sont dans l'erreur et ils continuent d'être dans l'erreur. Donc, on peut évidemment les complexes d'un peuple petit démographiquement, etc., qui peine à survivre en Amérique, là. Donc, on essaie de retourner un peu, là. Mais c'est sûr, en fait, peut-être que contrairement aux Américains qui peuvent agir parce qu'ils ont les moyens d'agir, nous, proportionnellement puis parallèlement, on est très petits, donc on n'a pas disons notre action, ne portera absolument presque aucun effet sur peu importe ce qu'on entreprend, là. C'est plate à dire, mais 8 quantitativement, 8 millions ou 10 millions, ça ne fait pas le poids là, contre les populations de pays tels que l'Europe ou les États-Unis ou la Chine. Donc, peut-être cette posture de supériorité morale, c'est un réflexe de complexe d'infériorité. Oui, oui, c'est ça. Non, il y a beaucoup de ça. Mais ça va trop loin, là, parce que on a une lecture québécoise, justement, des États-Unis et il faut quand même garder en tête que les Américains ne sont pas québécois. Tu sais, revenir évidemment à l'essentiel, là. Bon, tu sais, faut-il vraiment rappeler que les Américains ne réfléchissent pas comme le fonctionnaire moyen au Québec? Tu sais, mais il faut revenir à l'essentiel. Je pense on est là. On est là au Québec. C'est-à-dire évidemment que c'est ça, il y a des différences encore entre les peuples. Tout le monde ne réfléchit pas comme nous. Et c'est tout à fait normal. Donc, puis pourtant, hein, c'est un pays juste à côté du nôtre. Tu sais, c'est le voisin et il y a des gens qui vont aux États-Unis, évidemment, chaque semaine, des Québécois qui sont là, qui en sont établis. Il y en a 50 qui ont été interrogés par le Journal de Montréal. Nos Et malgré snowbirds, tout, nos snowbirds à nous, là, qui s'en vont en Floride passer l'hiver au chaud. ouais, mais on vit en silo, hein. Il y a pas de. On voit quand même que c'est. Oui, on est liés, mais Je sais pas si le journal Le Soleil est encore distribué dans les campings de Fort Lauderdale. faudrait demander. En tout cas, pas la format papier. Oui, oui, ben, puis la poutine, puis tout ça là-bas, puis bon, ça a l'air, disons, assez. C'est fait en toute bonhomie, là. Mais il y a une incompréhension. Incompréhension culturelle. En même temps, c'est très classique, là. Chaque peuple, évidemment, a tendance à lire les problèmes des autres à travers ses propres lunettes là, culturelles. Mais c'est rendu grossier. Il y a un effort qui n'est pas fait. Et tu sais, quand c'est rendu qu'il faut rappeler que les Américains ont d'autres idéaux que le modèle québécois, là, il faut vraiment revenir à la base au Québec, là. C'est vraiment étonnant, honnêtement, cette déconnexion quand même. Un aveuglement collectif. Aveuglement et manque de compréhension, mais puis un manque d'effort. Comme je te dis, un manque d'effort. Il n'y a pas d'effort qui est fait vraiment. On reste sur des préjugés. Et actuellement, on dirait que les grands médias au Québec servent à deux choses: entretenir les préjugés des Québécois et entretenir leurs inquiétudes. Je ne sais pas si tu vois, tous les sujets, en fait, peuvent être abordés actuellement sous l'angle de l'inquiétude. On dirait que c'est même toujours la même chose, en fait. C'est toujours un sujet qui inquiète, un sujet qui préoccupe, un sujet qui est anxiogène. Oui, évidemment, l'axe danger-sécurité, mais n'importe quoi, là. Ça peut être des chèvres qui vont propager un virus. Des chèvres ont mangé quelque chose, des citoyens inquiets. Un barrage brise quelque part. Les citoyens sont inquiets. Les écoles en délabrement, les citoyens inquiets. C'est toujours ça. On est bien inquiets, tu vois, au Québec.
La couverture médiatique de l'élection des républicains, couverte en long et en large dans plusieurs articles disponibles sur Libremédia au libre-media.com. La liberté d'expression subit une attaque sans précédent. Au Royaume-Uni, des internautes ont été arrêtés pour de simples retweets. En France, Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté dans des circonstances encore floues. Au Brésil, X a été suspendu. Des démocrates américains rêvent de bannir ce qu'ils appellent la désinformation. Le Canada n'échappe pas à cette vague de censure. Libremédia se tient debout. Libremédia est le seul média indépendant au Québec à offrir des analyses, mais aussi du contenu journalistique montrant l'envers du décor. C'est vrai, nous avons connu un départ canon, mais nous avons encore besoin de vous. Il en va de notre durabilité. La liberté d'expression n'est pas gratuite. Elle exige des sacrifices, il faut investir en elle. Abonnez-vous, faites un don et rejoignez notre communauté. Libremédia, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libremédia, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libremédia, parce que vos choix sont importants. Un autre article couvert parce qu'on n'a pas fait que parler des élections américaines, même si ça a pris beaucoup de place cette semaine, Jérôme. Alors, un article intitulé La boxeuse Iman Khelif a des testicules, selon un rapport. Alors, la et testicules sont rassemblés dans ce titre. Un article, justement, qui parle de ce rapport médical rédigé par 2 endocrinologues reconnus qui stipule que l'Algérienne Iman Khelif affiche un taux de testostérone masculin et possède des testicules non descendus, privés d'ovaires et d'utérus. Oui, écoute, c'est tombé cette semaine. C'est pas nous qui avons eu accès à ces documents-là qui ont été obtenus par un journaliste français, Jaffer Haït Aoudia. Mais Libremédia était le premier média au Québec à partager l'information qui venait à peine d'être diffusée, en fait, sur certains sites spécialisés. Donc, l'article, je t'en cache pas, Francis, a extrêmement tourné cette semaine. Donc, ça a été quand même considéré. On peut parler d'un article viral, en fait, pour le dire simplement. Donc, ben, écoute, c'est une bombe. On apprend finalement que les soupçons des méchants transphobes étaient en grande partie fondés. Donc, Iman Khelif, c'est ça, cette fameuse boxeuse, vous vous rappelez des images là, qui fasse dans son fameux combat contre l'Italienne Angela Carini, elle lui avait asséné un coup de poing qui l'avait fait fondre en larmes. Hein. Il y a donc cette fameuse image où Madame Khelif, ou en tout cas Monsieur ou Madame, là, elle se veut réconfortante, là, il donne une petite tape dans le dos. Là, ces images-là ont fait le tour du monde et ont indigné bien des gens. Donc, on apprend, écoute, c'est très technique, là, mais on apprend effectivement que il y a un rapport qui est rédigé par un médecin français et un médecin algérien qui est très clair. Là, Madame Khelif ou Monsieur Khelif penche plutôt plus du côté homme que femme. Là. Donc, en gros, on parle même, c'est ça, de testicules non descendus de 4,5 cm. Donc, je n'irai pas trop dans les détails. Comme je dis, moi, je ne suis pas endocrinologue, mais c'est très clair là, que Madame, Monsieur, en tout cas, Madame Khelif n'est pas une femme en tant que telle biologiquement. Là. Évidemment, il y a comme une frontière qui reste floue. Mais ça pose la question de la sécurité des femmes, etc. Donc, il y a des Isabelle Haché à la presse qui avait, rappelez-vous, là, fait un article pour démonter là, ce qui était considéré comme de la propagande russe. Donc, apparemment, c'était même Vladimir Poutine qui avait inventé, en fait, que Mme Khelif était un homme. Et je ne sais pas si vous voyez quand même, on était vraiment dans le complotisme de gauche. Là, donc, on s'est fait traiter, on s'est fait dire que en rapportant cette nouvelle-là, ou seulement en questionnant, par exemple, la sécurité des femmes dans les jeux, dans le sport, on se faisait dire qu'on était à la solde de Vladimir Poutine. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Là. Gracias a Dios,
Donald Trump va mettre un terme à cette espèce de chasse aux sorcières, là, où on voyait la Russie absolument partout, jusque dans les combats jusque dans le traitement médiatique d'Iman Khelif. Et non, je suis très fier parce que j'avais fait une entrevue quelques jours après avec Laura Lecuona, qui est une féministe bien connue au Mexique, qui est une spécialiste du mouvement trans, qui a écrit un livre très éclairant sur la question, qui est maintenant traduit en anglais d'ailleurs. Et je l'avais interviewé et c'était probablement l'article, je te dirais, français le plus assumé, là, même, je pense, en langue française, disponible dans la presse. Et écoute, elle nous dit, et je vous cite juste la première citation que je présentais dans l'article. Sur le coup, tout le monde a bien vu qu'il s'agissait d'un homme en train de frapper une femme, mais on nous oblige à utiliser un langage falsifié pour masquer la vérité. C'est répréhensible et même criminel de laisser un homme frapper une femme sur un ring. Donc, c'est ce que nous disait Laura Lecuona le 2 août à Libra-Média. Et elle poursuivait, ce ne sont pas les J.K. Rowling qui font de la désinformation, mais les gens qui ouvrent la porte à la fin du sport féminin. Ils brouillent les cartes, jouent sur les mots et empêchent la tenue d'un débat transparent. Justement, transparent, ce rapport, finalement, qui a été caché, hein, par l'équipe de Mme Khelif ou de M. Khelif. Donc, on attend en quelque sorte, pas des excuses, là, mais presque, là, de la part des gens qui, encore une fois, considéraient que c'était une théorie complotiste, que de simplement questionner. Hein. D'abord, on a parlé tu te rappelles, d'une personne intersexe. On a fait toutes les nuances qui s'imposaient à Libra-Média. Mais malgré tout, c'est ça. Ça avait créé toute une indignation chez une certaine gauche qui, finalement, n'a plus la sécurité des femmes à cœur parce que c'est simplement dangereux, en fait, que des femmes, surtout dans les sports de combat, des femmes biologiques compétitionnent contre des hommes ou contre des demi-hommes. C'est carrément, ce n'est pas du tout sécuritaire, là. Oui, puis il y a aussi du problème de désinformation des médias auxquels tu viens de faire référence, notamment d'Isabelle Haché, parce que j'ai devant moi là, le 31 juillet 2024, là, il y a une déclaration officielle sur le site de l'Association internationale de boxe qui stipule et qui réitère les raisons de la disqualification par exemple, de deux boxeuses ou boxeurs, dont Iman Khelif, là, est justement dans cette. Il parle même de l'appel. Elle avait fait appel de cette décision et, et elle avait abandonné. Pourquoi? Parce que les tests et les critères avaient été légitimement, elle n'avait pas passé le test d'une manière légitime. C'est-à-dire que, sans rentrer justement dans l'endocrinologie, bon, les hormones et tout ça, là, et le test avait été fait sur elle, justement dans le championnat de boxe mondial qui avait eu lieu à New Delhi en 2023. Donc là, il y avait véritablement des informations provenant d'associations reconnues et avec mondialement et tout. Et là, on traitait encore ceux qui prenaient un peu, de certaine façon, la nouvelle de l'autre côté de l'échiquier idéologique comme étant des complotistes quand il s'agissait véritablement de positionnements tout à fait légitimes. Exact. Non, non, pour ça, je te dis qu'on attend certains mea culpa quand même des gens qui nous accusent, en fait, pas exactement nous, là, mais qui accusent finalement les médias alternatifs de faire de la désinformation. Ça peut arriver, dans le fond, à tout le monde de faire un jour une certaine désinformation au sens où quelqu'un peut se tromper, en gros. Puis évidemment, dans le brouillard informationnel actuel, tout le monde est appelé un jour à être accusé de faire de la désinformation parce qu'il s'est trompé, parce qu'un élément lui a échappé. Donc, j'appellerais les Isabelle Haché de ce monde à un peu d'humilité quand même et voir que, d'abord, la vérité n'existe pas comme telle dans le monde de l'information, là, c'est-à-dire que il y a les faits il et y a des faits. l'interprétation, et il y a une pluralité d'interprétations légitimes. C'est ça. Donc, il y a des faits et il y a l'interprétation. Et c'est pas parce qu'une interprétation ne vous convient pas, ne convient pas à votre grille d'analyse personnelle et idéologique, peut-être, que c'est de la désinformation. Donc, les fameux fact-checkers peuvent être appelés à faire de la désinformation parce qu'ils peuvent eux aussi être relayés d'abord les faits. Il faut toujours vérifier, évidemment, plusieurs fois un fait, là, une date, etc. Mais l'erreur est humaine. Donc, c'est ça. J'appellerais quand même les gens du monde de l'information qui sont dans cette chasse aux sorcières
de faire preuve d'un peu d'humilité parce que demain, c'est vous qui faites de la désinformation et même que dans le cas de l'élection présidentielle américaine, excuse-moi, Francis, mais quand on dit que Donald Trump n'a aucune chance de remporter l'élection, écoutez, là, ça a été dit 50 000 fois, cette affaire-là. Ben là, excusez, non, Donald Trump a une chance de remporter l'élection. Et ça, on peut parler d'une forme de désinformation, là. On le voyait, bon, revenir aussi à Polymarket. J'écoutais ce matin, il y avait une entrevue justement du créateur de ce site à CNBC, qui est le poste, disons, de Wall Street, là, pour dire ça. Si on veut savoir ce que Wall Street pense, il faut regarder ça et écouter ça le matin. On voyait à quel point la révolution technologique est en train de prendre le dessus dans les firmes de sondage. Donc, cette incapacité à s'adapter, cette volonté de perdurer, c'est en soi, d'une certaine façon, une façon de maintenir l'information, de cacher l'information. Donc, on est vraiment là dans une... Il y a un phénomène de fake newsisation globale là, qui se fait au Québec. Là. Comment réveiller le peuple? Comment réveiller le peuple qui s'est fait dire pendant des années, non pas des raisons pour lesquelles leurs adversaires idéologiques ont tort, mais non, n'écoutez même pas ce qu'ils ont à vous dire, puisque ce qu'ils disent est impur et vous pourriez tomber dans le panneau peuple ignorant. Non, restez avec nous, restez chez nous et là vous verrez comment bien diriger vos vies et quel genre d'opinion politique avoir. Comment accéder à cette grande partie de la population au Québec qui ne peut pas voir autre chose parce qu'elle s'est fait dire que si elle allait voir ailleurs, elle serait des mauvaises personnes. Oui, ben c'est beaucoup de morale. Hein? Comment changer cette attitude-là d'une partie de la population? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une fracture générationnelle? Oui. C'est une question, il y a vraiment quelque chose de Je ne sais pas quelque exactement. part. Écoute, en même temps, la transition se fait, mais sans trop que ce soit visible. Là. Tu l'évoquais tantôt, c'est-à-dire que il y a ces grands joueurs-là qui, comme TVA, mais c'est ça, c'est du respirateur artificiel. Donc, de manière plus subtile de manière subtile, je pense qu'il y a une partie de la population qui est déjà qui est déjà en rupture, forcément, avec ce récit moralisateur. Donc, disons qu'il y a de l'espoir, mais pour que plus de gens adhèrent finalement à une vision, que plus de gens rompent en fait avec cette vision justement moralisatrice, il va falloir peut-être, je pense que des gens osent s'afficher en fait avec des gens qui étaient jusqu'à récemment infréquentables. C'est-à-dire de plus en plus, je pense que c'était la responsabilité de personnalités en vue de montrer qu'ils accordent des entrevues à d'autres médias, comme les nôtres, etc., Yann et Frank. Il faut que des gens montrent une ouverture. Ça va être important aussi, là, mais ça va se faire. Mais ce qui est plate, c'est que on a l'impression au Québec que ça va être dernière minute. C'est-à-dire, c'est quand Paul Saint-Pierre Plamondon n'aurait tout simplement plus le choix qu'il va commencer à accorder des entrevues à des médias traditionnels de manière spontanée. On a l'impression que ça ne viendra pas d'eux qui vont être contraints et ça, je trouve ça dommage parce que ça s'en vient, tu comprends? C'est pas, on revient à Trump-Rogan. C'est parce que Harris a demandé à Rogan, c'est ça, d'y aller après? Oui, mais elle, d'une certaine façon, elle voulait que ça rentre dans le cadre de l'ancien monde médiatique. Oui, C'est-à-dire, elle a donné il faut que tu viennes sur place et je te donne qu'une heure. Donc, comme si elle n'avait pas compris. Là. Ils ont vraiment il y a un déphasage au niveau de l'électorat. Donc, en terminant cet épisode spécial presque entièrement dédié aux élections américaines, Jérôme, quel est ton grand enjeu de la semaine? Mon grand enjeu de la semaine, c'est un article intitulé « Les sifflets de train inquiètent la santé publique ». Donc, imagine-toi donc que les sifflets de train peuvent causer apparemment d'importants problèmes de santé, donc toujours la poursuite du sanitarisme, l'extension du domaine de la santé publique. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok et si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi.
bonne fin de semaine à tous nos auditeurs. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.